accueille Laurence Vannin-Vernat, qui est donc philosophe, prof de philosophie et d'épistémologie à l'université de Toulon, Toulon Sud et Var, hein, qui vient un petit peu voilà, revenir à... j'avais envie d'amener un petit peu la question de la philosophie, qui est d'actualité, peut-être de s'intéresser à, voilà, à l'époque des sciences humaines antiques, hein, et notamment de l'Antiquité, de ces philosophes où voilà, on a parfois dit que la psychiatrie était une sorte de philosophie. Je me rappelle de mes cours de terminale où on avait parlé de Freud déjà, hein, avec cette étiquette un petit peu de philosophe, en tout cas de grand monsieur qui avait ouvert des théories de l'esprit, la philosophie au cœur du débat. Hein, et qu'est-ce que peut nous aider, hein, le regard philosophique dans nos pratiques de soignants en psychiatrie et j'ai même envie de dire en médecine. Voilà, je vous laisse la parole et on continuera bien évidemment avec tout le monde, hein, d'associer, d'amener des questions ou des interrogations un petit peu personnelles dans un deuxième temps. Bien, bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invité parce qu'on donne rarement l'occasion à la philosophie de s'exprimer dans le milieu médical. On nous laisse souvent ailleurs et on nous confond d'ailleurs. Vous avez parlé de philosophie managementale et on se rend compte que ceux qui pratiquent le management ne sont pas des philosophes. Donc c'est toujours embêtant pour nous de nous laisser à la porte des discussions alors que normalement on devrait nous y intégrer. Et comme nous ne sommes pas dans le business et dans le management et dans la rentabilité puisque nous ne vendons rien, si ce n'est quelques idées ou quelques points de vue, eh bien souvent dans les débats on oublie de nous convier tout simplement. Alors merci de pouvoir rendre justice à la philosophie, puis merci aussi de me permettre d'aborder effectivement ces distinctions dans les concepts et ces passerelles qu'on va pouvoir établir et vous allez vous rendre compte que nous décrivons l'humain, que ce soit dans le rapport à la maladie ou dans le rapport tout simplement à la vie, nous décrivons l'humain de manière tout à fait identique. Nous n'utilisons pas les mêmes mots, mais nous parlons de cet homme qui est en souffrance parfois, qui a des difficultés à surmonter la vie, ou certaines épreuves. Et nous avons comme ça des points communs que nous pouvons immédiatement poser lorsqu'on aborde la philosophie. La philosophie, vous savez que ça vient de Phileine et de Sophia, c'est l'amour de la sagesse. Aimer la sagesse, quand vous m'avez posé ce sujet, quelle est la place de la philosophie dans la maladie mentale, je me suis dit... question difficile. Vous m'avez donné du fil à retordre. J'ai réfléchi. Alors vous direz normal, vous êtes philosophe, c'est ce qu'on vous demande de faire, pas autre chose. Alors oui, j'ai réfléchi et je me suis dit déjà, il y a un problème pour nous en tant que philosophe, c'est de délimiter la maladie. Comment délimiter une maladie mentale dans la mesure où déjà, est-ce qu'un homme sain n'est pas virtuellement quelqu'un de potentiellement malade? Non, mais c'est là la question. Et à partir du moment où on n'arrive pas à identifier véritablement celui qui est sain et de celui qui ne l'est pas, ou de celui qui aurait l'apparence d'un homme sain alors qu'il ne serait pas complètement sain, effectivement, déjà ça pose problème. Ensuite, on se dit, si ça pose problème, comment aborder la question, par quel biais, par quel angle, et comment aussi, à un moment donné, déstructurer ce qui peut poser problème aux philosophes. Et alors, bien entendu, j'ai réfléchi. Nous, la maladie, c'est le pathos. Et le pathos, est-ce qu'il existe une pathophilosophie ou une pathosphilosophie, on pourrait dire dans les deux sens du terme. Alors là, ça pose problème, Parce qu'un pathos, en philosophie, c'est ce qui renvoie à quelque chose qui progressivement descendrait vers la passivité. Si je sombre vers une passivité, ça veut dire que quelque chose d'autre me gouverne. Quelque chose d'autre prend place, à la place, j'ai envie de dire, de ma conscience qui devrait normalement se contrôler, se maîtriser. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de désir, en parlant de ces pulsions, mais dans l'Antiquité, on sait très bien que Platon disait que le désir est le geôlier de l'âme, ce qui signifiait que finalement, il entortillait cette âme à tel point qu'elle n'était plus capable de décider pour elle-même, ou quand elle voulait le faire, eh bien c'était en fonction des désirs qui pilotaient le navire. Il est contaminé par l'amour, j'ai envie de vous dire. Parce que regarder un homme ou une femme dans l'affect, ou en tout cas dans l'amour, eh bien c'est vrai qu'on a tendance à laisser la place à l'autre, et à un moment donné, effectivement, on a besoin aussi de l'autre pour être reconnu. J'ai besoin d'être reconnu dans ce regard, qui me trouve belle, désirable, absolument superbe, on n'en doute pas. De la même manière que moi, j'ai besoin de trouver dans son regard celui qui va pouvoir me trouver belle, mais surtout, j'ai envie aussi de le trouver beau, charmant, adéquat à la situation. Quand nous nous rencontrons, et qu'il se passe ce petit moment particulier où il est séduit et moi aussi, eh bien nous entrons déjà dans un dialogue, ou en tout cas dans une communication qui est particulière. Et petit à petit, cette communication qui va s'établir va nous amener progressivement à adopter des comportements.
Étonnamment, ces comportements, lorsqu'on est dans l'action, dans le moment, on a l'impression d'être particulièrement original. Monsieur va avec courtoisie inviter madame à dîner. Madame va bien entendu hésiter un peu avant de donner sa réponse, histoire de donner l'impression qu'elle n'a pas un agenda forcément vide. Il y a peut-être de la concurrence, n'est-ce pas? Et puis monsieur va forcément y mettre un peu plus les formes, et puis effectivement il y aura une acceptation, une invitation à dîner. Pendant ce temps-là, on connaît le rituel. Madame va se parer pendant toute une après-midi, changer de vêtements, rechercher la robe qui lui ira le mieux, la couleur qui ira le mieux, etc. Monsieur, pendant ce temps-là, va se dire « Où vais-je emmener madame ?» Si je l'emmène dans un truc un peu trop sophistiqué ou extrêmement sophistiqué, elle va peut-être s'imaginer un type de genre de vie que je peux lui offrir et c'est peut-être pas la réalité qui est mienne. Si je l'emmène dans la petite trattoria du coin, peut-être un peu trop simpliste pour un premier rendez-vous, etc., etc. Vous voyez que petit à petit, on est en train de mettre en place tout un rituel, un code, on va dire, de séduction et de mise en place d'une relation. Étonnamment, monsieur offrira des fleurs, madame mettra des dessous affriolants et je vous laisse imaginer la suite, tout sera absolument formidable. Il n'empêche que, quand monsieur offre des roses rouges, lorsque monsieur et madame se retrouvent à boire du champagne avec quelques bougies autour d'eux, ils ont l'impression de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, exclusif, rien que pour eux, et ils ont l'impression que le monde leur appartient. Et quand vous regardez, eh bien, vous allez demander à votre amie le lendemain, quand elle était amoureuse, quand elle l'avait rencontré, elle, le sien d'homme, ou inversement pour messieurs et madame, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous diront, on a dîné ensemble, on a bu du champagne, il m'a offert des roses. Étonnamment, au moment où on pensait être dans quelque chose d'absolument extraordinaire et original, finalement, on venait d'épouser le rôle de la banalité. C'est-à-dire que nous venions d'être tout simplement l'amoureux type, l'amoureux commun. Une sorte d'hypertrophie. C'est-à-dire qu'on oublie ce que l'on doit être dans la réalité pour se projeter dans un comportement qui nous transforme. D'où le pathos, c'est-à-dire que petit à petit, nous sombrons dans le pathologique, dans la soumission, parce que nous subissons la relation bien plus que nous la créons. Seulement pour nous, au moment où nous la vivons, nous avons l'impression de la vivre intensément, beaucoup plus vite, et que la vie a pris une autre dimension. Je vous dis cela parce que justement, ce qui est pathologique, nous dira Platon, c'est cet enchaînement, si vous voulez, de toutes ces passions qui sont nôtres, que ce soit la timidité, que ce soit bien sûr la jalousie, l'amour, la haine, etc., tous ces schémas particuliers, le désespoir aussi est une passion en philosophie. Toutes ces passions en soi nous amènent à un tiraillement, à une sorte de tyrannie comme ça de l'individu, qui petit à petit s'enfonce dans une sorte d'immobilisme. La raison n'est plus capable de réfléchir, inapte à être ce qu'elle doit être, une faculté de juger, eh bien elle sombre petit à petit dans ce qu'on appellera par la suite l'individu qui subit. Je n'agis plus, je suis agi par le monde qui me touche. Lui qui me touche parce que je suis séduite, l'invention ou en tout cas l'imaginaire qui me fait douter de lui pensant qu'il peut me tromper, etc., ce qui entraînera la jalousie. Tous ces moments particuliers, si vous voulez, du comportement qui font qu'en philosophie, déjà on est dans l'ordre du pathos parce que la raison n'est plus capable de se maîtriser, la raison ne se contrôle plus. Ce qui fait qu'on a toujours ce duel entre la raison et la passion en philosophie, qui fait que dans l'Antiquité, les passions étaient nécessairement coupables parce que justement elles étaient celles qui détournaient la raison de la sagesse et de la philosophie. Et puis